Une infirmière de 29 ans, originaire de Manille, a été brûlée vive dans sa propre chambre, quelques heures après qu'un tribunal ait confirmé son droit à un héritage de 12 millions de dollars. 6 hommes ont fait irruption dans la maison pendant la nuit avec des bidons d'essence. Maria Santos est arrivée à Dubaï en 2022 dans le cadre d'un contrat avec une société médicale privée. Elle avait 27 ans, était diplômée de l'université de Manille et avait travaillé pendant 3 ans dans un hôpital municipal. Un salaire de 1200 dollars semblait énorme pour une famille de 5 personnes vivant dans le quartier de Quezon City. Son père est mort d'une crise cardiaque quand Maria avait 19 ans, laissant sa mère avec 3 enfants et des dettes pour les frais médicaux. Ses jeunes frères étaient scolarisés. Sa mère souffrait de diabète de type 2 et ne pouvait pas travailler. Maria envoyait 800 dollars par mois à sa famille et dépensait le reste pour payer sa chambre dans une résidence pour le personnel médical dans le quartier de Deira et pour se nourrir. Pendant les 8 premiers mois, elle a travaillé dans une clinique qui accueillait des patients fortunés des pays du Golfe Persique. Les horaires étaient difficiles, des gardes de 12 heures, 6 jours par semaine, des patients exigeants, souvent grossiers. Les Philippines constituaient la majorité du personnel soignant. Les médecins émiratis communiquaient très peu avec elle, leur donnant des ordres par l'intermédiaire des infirmières en chef. Maria ne se plaignait pas. Chaque virement d'argent vers son pays signifiait le paiement des manuels scolaires pour ses frères, de l'insuline pour sa mère, la réparation du toit qui fuyait. En octobre 2022, elle a été convoquée par le directeur de la clinique. Cet homme d'une 50aine d'années lui a brièvement expliqué la situation. Il fallait une aide soignante pour un patient privé, des soins à domicile 24 heures sur 24, un contrat à durée indéterminée, un salaire de 3000 dollars par mois, plus le logement et les repas. Le patient était en phase terminale d'un cancer du pancréas de stade 4. Les médecins lui donnaient 3 à 6 mois à vivre. La famille insistait pour qu'il soit soigné à domicile et refusait l'hospitalisation. Maria accepta immédiatement. 3000 dollars signifiait la possibilité d'envoyer 2500 dollars à la maison et son petit frère rêvait d'entrer à l'université dans 2 ans. 3 jours plus tard, elle a été conduite dans une villa à Palm Jumeirah. Cet archipel artificiel en forme de palmier était considéré comme l'un des endroits les plus chers où vivre à Dubaï. La villa était située sur un terrain privé avec vue sur le golfe Persique. Le terrain occupait environ 1000 mètres carrés. La maison comptait 7 chambres, une piscine et des pièces séparées pour le personnel. Le gardien ouvrit le portail. La femme de ménage fit entrer Maria. L'intérieur était austère, marbre, bois sombre, décor minimaliste. Sur les murs étaient accrochées des photos d'un jeune homme en tenue traditionnelle émirati à côté de bâtiments en construction. Les légendes indiquaient des projets dans le quartier de Dubaï Marina. Abdullah Al-Mansouri était allongé dans la chambre du rez-de-chaussée, transformée en salle d'hôpital. Un lit médicalisé, une perfusion, un moniteur cardiaque, un concentrateur d'oxygène. L'homme avait 76 ans, mais il paraissait plus âgé. Sa peau était grise, ses yeux enfoncés, sa respiration difficile. Il ne parlait presque pas les premiers jours. Maria changeait les perfusions, surveillait la prise des analgésiques, l'aidait à faire sa toilette. Le médecin venait 2 fois par semaine, examinait le patient et ajustait les doses de morphine. La douleur s'intensifiait. Abdullah gémissait la nuit. Maria s'asseyait à côté de lui tenait la main jusqu'à ce que le médicament fasse effet. La famille venait rarement. Les 6 fils, issus de 3 épouses, venaient une fois toutes les 2 ou 3 semaines, restaient 10 à 15 minutes, discutaient entre eux en arabe, sans presque s'adresser à leur père. L'aîné avait 52 ans, le plus jeune 38. Tous portaient des montres de luxe, conduisaient des voitures dernier cri, parlaient au téléphone de réunions d'affaires et de transactions.
Maria les entendait discuter de la vente d'un des biens immobiliers de son père, se disputer le partage des parts. Abdullah était allongé, les yeux fermés, sans réagir à leur présence. Après leur départ, il pleurait parfois en silence. Maria essuyait ses larmes avec une serviette, sans poser de questions. Au bout d'un mois, Abdullah a commencé à parler. Il lui a demandé d'où elle venait, si elle avait une famille, pourquoi elle était venue travailler si loin. Maria répondait brièvement, sans entrer dans les détails. Il racontait sa vie par bribes, entre deux crises de douleur. Il était né à Dubaï, alors que la ville n'était encore qu'un village de pêcheurs et avait connu le boom pétrolier des années 70. Il avait commencé dans une petite entreprise de construction, avait remporté son premier contrat pour la construction d'un complexe résidentiel en 1984, puis avait enchaîné des dizaines de projets. Dubai Marina, Jumeirah Beach Residence, une partie du Burj Khalifa. 3 mariages, 6 fils, une entreprise valant 300 millions de dollars. Il en parlait sans fierté, plutôt avec lassitude. Maria lui préparait à manger selon ses demandes. Abdullah ne pouvait presque rien avaler à cause de ses nausées, mais il demandait parfois du bouillon de poulet ou du riz au lait. Elle apprit à cuisiner quelques plats arabes qu'il aimait dans sa jeunesse. Il en mangeait 2 ou 3 cuillères, puis la remerciait. Il lui demandait de lui lire le Coran, même s'il n'était pas particulièrement religieux. Maria ne parlait pas arabe, mais elle trouva des enregistrements audio de lecture et les passait le soir. Abdullah écoutait les yeux fermés, remuant parfois les lèvres pour répéter les mots. La nuit, lorsque la douleur devenait insupportable, il l'appelait et elle s'asseyait à côté de lui, lui tenant la main jusqu'à ce que la morphine fasse effet. En décembre, son état s'est aggravé. Le médecin a augmenté la dose d'analgésique et a prévenu qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Abdullah dormait 18 heures par jour, se réveillait brièvement et avait du mal à reconnaître son entourage. Maria ne le quittait pas, dormant sur un lit de camp dans la même pièce. Ses fils sont venus une seule fois en un mois, ont passé 5 minutes au chevet de leur père, puis sont repartis. L'aîné parlait au téléphone dans le couloir, discutant de ses projets pour le nouvel an. Les plus jeunes se tenaient près de la porte, trépignant d'impatience, visiblement pressés de partir. Avant le nouvel an, Abdullah a soudainement repris conscience. Il a demandé à Maria de s'asseoir à côté de lui et lui a parlé doucement, en marquant de longues pauses. Il lui a dit qu'elle était la seule personne qui l'avait traité comme un être humain au cours des derniers mois. Ses fils attendaient sa mort comme on attend la fin d'une réunion de travail. Ses femmes étaient parties chacune chez elle et lui rendaient visite une fois par mois par politesse. Il se sentait déjà mort jusqu'à ce que Maria commence à s'occuper de lui. Elle lui redonnait le sentiment qu'il existait encore. Maria ne savait pas quoi répondre. Elle lui serra simplement la main. Abdullah demanda à voir un avocat. L'avocat est arrivé 2 jours plus tard. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume strict, avec une mallette en cuir. Il a passé environ 1 heure seul avec Abdullah, puis il est sorti et a demandé à Maria d'attendre dehors. 1 semaine plus tard, l'avocat est revenu avec une caméra vidéo et 2 témoins, des employés d'une étude notariale. Ils ont filmé Abdullah pendant environ 30 minutes. Maria attendait dans une autre pièce, on ne lui a rien expliqué. Après leur départ, Abdullah est resté allongé en silence, les yeux fixés au plafond. Le soir, il lui a demandé de rester à ses côtés jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Il est décédé le 8 janvier 2023 à 4 heures du matin. Maria lui tenait la main lorsque sa respiration est devenue saccadée, puis s'est arrêtée. Le moniteur a émis un signal, elle l'a éteint et a fermé les yeux d'Abdullah. Elle a appelé le médecin qui a constaté le décès, puis a téléphoné à son fils aîné. La famille est arrivée 2 heures plus tard, les 6 fils et 2 des 3 épouses. Ils ont rempli la maison, ont discuté entre eux, ont organisé les funérailles. Maria a rassemblé ses affaires, se préparant à partir.
Le fils aîné lui a remis, par l'intermédiaire de la femme de ménage, une enveloppe contenant de l'argent, l'équivalent de 3 mois de salaire, en lui disant que son contrat était terminé. Les funérailles ont eu lieu le lendemain, conformément à la tradition islamique. Maria est venue vêtue d'un foulard noir et s'est tenue à l'écart de la famille. Les fils et les proches de l'homme remplissaient la mosquée. Les femmes se sont rassemblées à part. Après l'enterrement au cimetière, personne ne s'est approché de Maria. Le fils aîné est passé devant elle, sans la regarder. Le plus jeune l'a bousculée avec son épaule, en passant devant elle pour rejoindre la voiture. Elle a entendu l'un des proches prononcer en arabe un mot qui signifiait « domestique ». Maria est partie en taxi et est retournée à la résidence du personnel médical. Une semaine plus tard, l'avocat d'Abdullah l'a appelé. Il lui a demandé de venir à son bureau pour une conversation importante. Maria a pensé qu'il s'agissait de formalités liées à son travail. Le bureau était situé dans le quartier des affaires de Dubaï, dans un gratte-ciel près de Burj Khalifa. Elle est montée au 23e étage, où la secrétaire l'a conduite dans la salle de conférence. À l'intérieur se trouvaient les 6 filles d'Abdullah, ses 2 épouses, un avocat et 2 autres hommes qui se sont présentés comme les avocats de la famille. Maria s'est assise sur la seule chaise libre en face d'eux. L'avocat ouvrit un dossier, en sortit un document et commença à le lire à haute voix. Le testament avait été rédigé le 15 décembre 2022, certifié par un notaire et enregistré sur vidéo en présence de 2 témoins. L'avocat lut les clauses d'une voix monotone, traduisant de l'arabe vers l'anglais. La majeure partie de la succession était répartie entre les 6 fils. Une entreprise de construction, des biens immobiliers commerciaux, des terrains, des actions, des comptes bancaires. La valeur totale de cette partie s'élevait à environ 280 millions de dollars. Les fils s'étaient assis, le visage impassible, attendant la fin de la formalité. L'avocat tourna la page et continua à lire. La villa à Palm Jumeirah, d'une valeur de 15 millions de dollars, était transférée à Maria Santos. Le penthouse au 120e étage de Burj Khalifa, d'une valeur de 8 millions de dollars, était transféré à Maria Santos. Une collection de 5 voitures, dont une Rolls-Royce Phantom et 2 Bentley, d'une valeur totale de 2 millions de dollars, était transférée à Maria Santos. Un compte bancaire d'un montant de 12 millions de dollars était transféré à Maria Santos. L'avocat finit de lire et leva les yeux. Un silence de plusieurs secondes s'installa dans la salle de conférence. Le fils aîné se leva d'un bond avec une telle force que sa chaise bascula en arrière. Il criait en arabe, gesticulant, le visage rouge. Les autres frères se levèrent également, criant tous en même temps. L'une des épouses se couvrit le visage de ses mains. L'autre regardait Maria avec une expression de haine glaciale. L'avocat leva la main pour demander le silence, mais les cris continuaient. Le fils aîné passa à l'anglais pour que Maria comprenne tout. Il la traita de prostituée qui avait ensorcelé un vieil homme malade. Il dit qu'elle avait manipulé un homme mourant, qu'elle avait profité de sa faiblesse. Ses frères lui lançaient des insultes, l'un d'eux cracha en direction de Maria, mais la manqua. L'avocat a sorti son ordinateur portable, a ouvert le fichier vidéo et a tourné l'écran vers les personnes présentes. L'enregistrement montrait Abdullah assis dans son lit, des oreillers derrière le dos. La date dans le coin de l'écran indiquait le 17 décembre 2022. Abdullah parlait lentement, mais clairement. Sa voix était faible, mais ses mots étaient distincts. Il a déclaré qu'il était sain d'esprit et en pleine possession de ses moyens, qu'il prenait sa décision de son plein gré, sans aucune pression. Il expliquait que Maria Santos l'avait soigné pendant les 3 derniers mois de sa vie, lui témoignant une attention et une humanité qu'il n'avait pas vues de la part de sa propre famille ces dernières années. Abdullah disait que ses fils lui rendaient visite une fois par mois, passaient 10 minutes à son chevet et discutaient du partage de ses biens, qu'ils le considéraient comme un obstacle à leur héritage plutôt que comme leur père.
que Maria veillait à son chevet la nuit lorsqu'il souffrait, lui faisait la lecture, lui préparait à manger, lui parlait comme à un être humain, qu'elle méritait chaque dollar, chaque mètre carré, chaque objet qu'il lui léguait, que cette décision était définitive, qu'il espérait que ses fils trouveraient en eux assez d'honneur pour ne pas contester la volonté de leur père mourant. La vidéo s'est terminée. L'avocat a fermé son ordinateur portable. Le fils aîné a déclaré que cela ne signifiait rien, que son père était sous l'influence de la morphine et ne contrôlait pas ses paroles, que Maria l'avait clairement manipulé, utilisant sa position. L'avocat a répondu que l'expertise médicale réalisée par un psychiatre indépendant la veille de l'enregistrement de la vidéo confirmait la pleine capacité d'Abdullah au moment de la rédaction du testament, que la dose de morphine avait été réduite 48 heures avant la visite du notaire, spécialement pour garantir la lucidité de l'esprit, que le testament avait été rédigé en totale conformité avec la législation des Émirats arabes unis et ne pouvait être contesté pour cause d'incapacité. Les avocats de la famille ont commencé à poser des questions, essayant de trouver des failles. Ils ont posé des questions sur les dates, les témoins, les procédures. L'avocat a répondu calmement, fournissant des copies de tous les documents. Rapport médical, sceau notariaux, témoignages, enregistrement vidéo. Tout était parfaitement en règle. L'un des avocats a demandé si le droit successoral islamique, qui limite les dispositions testamentaires à un tiers des biens, était applicable. L'avocat a expliqué qu'Abdullah avait eu recours à la législation laïque des Émirats arabes unis, qui permet aux non-musulmans et, dans certains cas, aux musulmans, de disposer plus librement de leurs biens, en particulier en ce qui concerne les biens immobiliers situés dans des zones économiques spéciales telles que Palm Jumeirah. Le plus jeune fils s'est tourné vers Maria et lui a demandé en anglais combien elle voulait pour renoncer à son héritage. Il a proposé 1 million de dollars. Maria est restée silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. Le frère cadet a augmenté la mise à 2 millions. L'aîné a proposé 3 millions en espèces, immédiatement, si elle signait la renonciation tout de suite. L'avocat intervint, disant que Maria avait le droit de réfléchir à la situation, de consulter son propre avocat, et qu'il ne recommandait pas de prendre de décisions précipitées. Maria se leva et dit qu'elle avait besoin de temps. Elle sortit de la salle de conférence, entendant derrière elle des cris en arabe. Le lendemain, l'avocat s'est rendu à son dortoir. Il lui a expliqué la situation en détail. Le testament est tout à fait légal. Il est pratiquement impossible de le contester. La famille va essayer, elle va intenter des poursuites, mais elle n'a aucune chance de gagner. Il l'a prévenu qu'ils allaient essayer de l'intimider, de faire pression sur elle, voire de la menacer. Il lui a conseillé d'engager des gardes du corps, de ne pas sortir seule dans la rue et de ne pas rencontrer les membres de la famille sans témoin. Il lui a demandé si elle comprenait dans quoi elle s'embarquait. Maria a répondu qu'elle devait appeler chez elle. Elle a appelé sa mère par vidéoconférence. Elle lui a tout raconté. Sa mère a pleuré, répétant que c'était trop dangereux, qu'elle devait prendre l'argent et rentrer à la maison. Ses jeunes frères ont écouté en silence. Puis l'aîné, un étudiant de 20 ans, a dit que la décision appartenait à Maria, mais qu'il soutiendrait son choix, quel qu'il soit. Maria n'a pas dormi de la nuit, assise sur son lit dans la chambre de la résidence universitaire qu'elle partageait avec 2 autres Philippines. Elle pensait à Abdullah, à la façon dont il lui tenait la main ces dernières semaines, à la façon dont il disait qu'elle lui avait rendu sa dignité humaine. Le matin, elle a appelé son avocat et lui a dit qu'elle ne renoncerait pas à son héritage. 3 jours plus tard, la famille a intenté une action en justice à Dubaï. Elle a demandé que le testament soit déclaré nul pour cause de troubles mentaux du testateur, d'influence illégitime et de non-conformité aux règles islamiques en matière d'héritage. Elle a engagé une agence de relations publiques qui a commencé à travailler avec les médias locaux et internationaux.
Une semaine plus tard, des articles sont parus dans les journaux arabophones sur une infirmière philippine qui aurait escroqué des millions à un cheikh mourant. Des publications accompagnées d'une photo de Maria ont été diffusées sur les réseaux sociaux, la qualifiant de chasseuse de fortune et l'accusant d'utiliser la sorcellerie et la manipulation. Maria a commencé à recevoir des menaces. Des messages sur les réseaux sociaux promettaient de la tuer, de la violer, de la brûler. Des inconnus la reconnaissaient dans la rue et lui criaient des insultes. Un jour, dans un centre commercial, une femme s'est approchée d'elle et lui a craché au visage, la traitant de prostituée. Les agents de sécurité du centre commercial ont expulsé la femme, mais ne l'ont pas arrêtée. Maria a cessé de sortir seule. Son avocat a engagé un garde du corps privé qui l'accompagnait partout. L'ambassade des Philippines l'a contacté pour lui proposer son aide, mais ne pouvait rien faire de concret. Les fils d'Abdullah ont donné des interviews dans lesquelles ils racontaient comment une aide-soignante dévouée avait trompé leur père malade. Ils décrivaient Maria comme une femme calculatrice qui avait délibérément accepté ce travail en connaissant la situation financière de la famille. Ils affirmaient qu'elle avait isolé leur père de ses proches, contrôlé l'accès à lui et manipulé ses émotions. Il citait d'autres cas où des travailleuses étrangères avaient trompé des hommes âgés et riches dans les pays du Golfe. L'opinion publique à Dubaï et aux Émirats arabes unis était largement de leur côté. Le procès a débuté en mars 2023. Les audiences se sont déroulées dans le palais de justice de Dubaï, à huis clos, mais les journalistes étaient postés à l'entrée. L'avocat de la famille a présenté des documents médicaux indiquant les doses de morphine administrées à Abdullah. Il a affirmé que de telles doses pouvaient affecter la capacité à prendre des décisions rationnelles. L'avocat de Maria a présenté le rapport d'un psychiatre qui avait examiné Abdullah la veille de la rédaction du testament, confirmant sa pleine capacité juridique. Il a présenté les enregistrements des caméras de surveillance de la villa, montrant que les fils venaient rarement et pour de courtes durées, et que Maria passait 12 à 14 heures par jour avec Abdullah. Les témoins de la famille ont affirmé que Maria se comportait de manière inappropriée, qu'elle était trop familière avec Abdullah et qu'elle essayait de l'isoler de ses proches. La femme de ménage de la villa a déclaré que Maria fermait parfois la porte de la chambre lorsque les fils venaient, disant que leur père se reposait et ne voulait voir personne. L'avocat de Maria a fait appel à un médecin qui examinait régulièrement Abdullah. Le médecin a confirmé que le patient demandait effectivement souvent de ne pas être dérangé lorsque ses proches venaient lui rendre visite, que c'était son propre souhait et non l'influence de l'aide-soignante. Le tribunal a demandé les témoignages d'autres aides-soignantes qui avaient travaillé avec Abdullah avant Maria. 2 Philippines ont témoigné que le patient était exigeant, mais poli, que sa famille ne lui rendait presque jamais visite, même au début de sa maladie, qu'il parlait souvent de son sentiment de solitude, que ses fils ne s'intéressaient qu'à son argent. L'avocat de la famille a tenté de discréditer ces témoignages, affirmant que les témoins soutenaient leurs compatriotes par solidarité. Le juge a rejeté cette objection, soulignant que les témoignages concordaient avec les données objectives des caméras de surveillance. En avril, le tribunal a convoqué le notaire et 2 témoins qui avaient assisté à la rédaction du testament. Tous 3 ont confirmé qu'Abdullah était lucide, répondait clairement aux questions et comprenait la portée de ses actes, qu'il avait insisté pour que l'enregistrement vidéo soit réalisé afin d'éviter toute contestation éventuelle, qu'il avait personnellement demandé que l'explication de ses motivations soit incluse dans le testament. Le notaire a présenté ses notes, dans lesquelles sont consignés tous les détails de la procédure, les dates et les signatures. L'avocat de la famille a tenté d'utiliser un dernier argument. Il a déclaré que la valeur des biens légués à Maria était disproportionnée par rapport à ses mérites, que 3 mois de soins ne pouvaient valoir 37 millions de dollars. Cela prouvait l'inadéquation de la décision d'Abdullah, son incapacité à évaluer la situation de manière rationnelle.
L'avocat de Maria a répondu que le testateur avait le droit absolu de disposer de ses biens comme il l'entendait, que la loi n'établissait pas de proportionnalité entre les services et la rémunération dans le testament. Abdullah a laissé 280 millions de dollars à ses fils. Aucun d'entre eux ne s'est retrouvé sans moyen de subsistance. Le procès a duré 4 mois. Les audiences avaient lieu 2 fois par semaine et duraient plusieurs heures chacune. Maria était présente à toutes les audiences, assise à côté de l'avocat, répondant aux questions du juge. On lui a demandé des détails sur les soins prodigués à Abdullah, sur leurs conversations, sur ses relations avec la famille. Elle a répondu honnêtement, sans embellir les choses. Elle a dit qu'elle avait fait son travail, qu'elle s'était attachée au patient en tant que personne, mais qu'elle ne s'était jamais attendue à recevoir un héritage. Elle n'avait appris l'existence du testament qu'après la mort d'Abdullah et avait été tout aussi choquée que sa famille. Le fils aîné a témoigné, décrivant sa relation avec son père. Il a affirmé qu'ils étaient proches, qu'il rendait régulièrement visite à son père, que la maladie et les médicaments avaient changé le caractère d'Abdullah, le rendant méfiant et distant. L'avocat de Maria a présenté des enregistrements de caméras de surveillance montrant les dates et heures exactes des visites des fils au cours de la dernière année de la vie d'Abdullah. Le fils aîné est venu 9 fois en 12 mois, passant en moyenne 12 minutes par visite. Plusieurs enregistrements le montrent en train de parler au téléphone, debout près du lit de son père. En juin 2023, le tribunal a rendu son verdict. Il a reconnu le testament comme étant entièrement légal et valide. Il a rejeté toutes les demandes des plaignants. Il a décidé de transférer à Maria Santos les biens immobiliers et les fonds mentionnés dans le testament dans un délai de 30 jours. Il a condamné les plaignants à payer les frais de justice des 2 parties. La décision pouvait faire l'objet d'un recours en appel dans un délai d'1 mois, mais l'avocat de Maria a estimé que les chances d'annulation de la décision étaient minimes. La famille a annoncé son intention de faire appel le jour même. Le fils aîné a donné une interview dans laquelle il a qualifié la décision du tribunal d'injustifiée et de partiale. Mais leurs propres avocats leur ont expliqué que l'appel prendrait des mois et que les chances de succès étaient extrêmement faibles, que le juge avait soigneusement examiné toutes les preuves, que la décision était juridiquement irréprochable. Ils ont proposé de conclure un accord à l'amiable avec Maria en lui versant une certaine somme en échange de la renonciation à une partie des biens. Les frères ont discuté des différentes options et se sont disputés entre eux. Les plus jeunes étaient prêts à accepter, les plus âgés refusaient d'accepter la situation. L'avocat a contacté Maria et lui a transmis la proposition officieuse de la famille. 5 millions de dollars en espèces, plus un penthouse à Burj Khalifa, en échange de la renonciation à la villa et au reste de l'argent. Il lui a conseillé d'examiner sérieusement cette option, compte tenu de l'hostilité de la famille, de la pression publique et des risques pour sa sécurité. Il lui a dit que 5 millions changeraient sa vie et celle de sa famille pour toujours, que la lutte pour obtenir la totalité de la somme pourrait durer des années et lui coûter sa santé et sa tranquillité. Maria a refusé. Elle a expliqué que ce n'était pas une question d'argent, qu'Abdullah lui avait confié sa dernière décision, que renoncer reviendrait à trahir sa mémoire, que ses fils considéraient leur père comme une source de revenus, mais qu'elle voyait en lui un être humain, qu'elle respecterait sa volonté jusqu'au bout, car elle lui avait promis de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. L'avocat a tenté de la faire changer d'avis en lui expliquant les dangers réels, mais Maria est restée inflexible. Il a soupiré, a dit qu'il continuerait à représenter ses intérêts, mais a demandé au moins de renforcer les mesures de sécurité. La décision du tribunal est entrée en vigueur le 23 juin 2023. Les documents relatifs au transfert de propriété de la villa et du penthouse ont été enregistrés auprès du département foncier de Dubaï. Le compte bancaire contenant 12 millions de dollars est passé sous le contrôle de Maria.
Les voitures ont été réimmatriculées à son nom. Légalement, tous les biens lui appartenaient désormais. L'avocat lui a conseillé de ne pas emménager immédiatement dans la villa afin de laisser à la famille le temps d'accepter la situation. Mais Maria en a décidé autrement. Elle a déclaré que la villa était la maison d'Abdullah et qu'elle lui avait promis de prendre soin de cet endroit. Elle est arrivée à la villa le 24 juin au soir. Le gardien qui travaillait sur le domaine depuis 5 ans l'accueillit à la porte. Cet homme d'environ 45 ans, un Pakistanais nommé Rachid, la traitait avec respect depuis l'époque où elle s'occupait d'Abdullah. Il lui demanda si elle était sûre de sa décision. Maria répondit par l'affirmative. Rachid ouvrit la porte et la fit entrer. La maison était vide. Les meubles, les effets personnels d'Abdullah, le matériel médical, tout était resté à sa place. La famille n'avait emporté que des documents et quelques photos. Maria se rendit dans la chambre où Abdullah était décédé. Le lit médical avait été retiré, remplacé par des meubles ordinaires. Elle a ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air du soir venant de la baie. Elle s'est assise sur le canapé, a sorti son téléphone et a appelé sa mère. Elle lui a dit qu'elle avait emménagé dans sa propre maison. Sa mère a pleuré de joie et de peur à la fois, lui demandant d'être prudente. Ses jeunes frères la félicitèrent, sans vraiment comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Maria promit de leur envoyer de l'argent pour leurs études, pour les soins médicaux de leur mère et pour une nouvelle maison pour la famille. Après la conversation, elle s'allongea sur le canapé et pour la première fois depuis des mois, ressentit quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Le lendemain matin, les journalistes commencèrent à appeler. Quelqu'un avait divulgué l'information selon laquelle elle avait emménagé dans la villa. Les reporters se rassemblaient devant le portail, filmaient la propriété à travers les grilles et tentaient d'obtenir des commentaires. Rachid ne laissait personne entrer. Maria ne sortait pas de la maison. Le soir venu, les journalistes étaient moins nombreux, mais plusieurs voitures restaient en faction à proximité. Des photos de la villa ont été publiées sur les réseaux sociaux, accompagnées de légendes indiquant que la nounou philippine avait pris possession de la maison du défunt Cher. La femme de ménage qui travaillait dans la villa sous Abdullah est revenue 2 jours plus tard. Cette Éthiopienne d'une 50aine d'années, nommée Habiba, s'est excusée d'avoir témoigné contre Maria au tribunal. Elle a expliqué que la famille l'avait forcée à le faire, en la menaçant de licenciement et d'expulsion. Maria ne lui en a pas voulu et lui a proposé de continuer à travailler dans les mêmes conditions. Habiba a accepté et a commencé à nettoyer la maison et à préparer les repas. Peu à peu, la vie dans la villa s'est rétablie. Maria a engagé un cuisinier, un jardinier et un autre garde de sécurité. Tous étaient des travailleurs étrangers, philippins, pakistanais, indiens, des gens qui comprenaient sa situation. L'avocate est venue plusieurs fois pour discuter des détails juridiques. Il a expliqué que la famille avait fait appel, mais que la procédure était purement formelle, la décision du tribunal de première instance étant trop fondée. Il l'a averti que l'hostilité de ses fils n'avait pas diminué et qu'il fallait rester vigilant. Il lui a conseillé d'installer des caméras de surveillance supplémentaires et d'engager un garde du corps personnel qui l'accompagnerait à l'extérieur de la villa. Maria a accepté les caméras, mais a refusé la protection permanente. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas vivre dans la peur, que Rachida et le 2e garde suffisaient. Le 1er juillet, elle est sortie seule de la villa pour la première fois, sans garde. Elle a pris un taxi pour se rendre au centre commercial, où elle voulait acheter de nouveaux vêtements. Le chauffeur l'a reconnue grâce à une photo publiée dans les journaux et l'a regardée dans le rétroviseur, avec mépris pendant tout le trajet. Au centre commercial, les gens se retournaient et chuchotaient. La vendeuse du magasin était froidement polie, mais une autre cliente s'est approchée et a traité Maria de prostituée dans un anglais approximatif. Les gardes du centre commercial sont intervenus et ont emmené la femme, mais Maria a compris qu'il était dangereux de se montrer en public.
Elle est retournée à la villa et ne l'a plus quittée, sauf en cas d'absolue nécessité. À la mi-juillet, l'avocat l'informa que la cour d'appel avait fixé l'audience au mois d'août. Une formalité, répéta-t-il, mais la présence de Maria était obligatoire. Elle accepta de venir. Entre-temps, elle commença à recevoir des messages étranges, des courriels anonymes contenant des menaces, des messages sur les messageries instantanées provenant de numéros inconnus, promettant des représailles. Elle en ignora la plupart, mais certains étaient trop précis, mentionnant des détails de son emploi du temps, décrivant l'intérieur de la villa. Rachid a supposé que l'un des anciens employés divulguait des informations à la famille. Maria a renforcé les mesures de sécurité. Elle a changé les codes d'accès au portail, installé des caméras tout autour de la propriété et engagé un troisième gardien pour les quarts de nuit. Elle a cessé de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux et a demandé à sa mère et à ses frères de ne pas publier non plus de photos ou d'informations sur la famille. L'avocat a approuvé ces mesures, mais a déclaré qu'il ne fallait pas non plus céder à la paranoïa, car les menaces proférées sur Internet se concrétisent rarement dans la réalité. Maria voulait le croire. L'audience en appel a eu lieu le 6 août. Maria s'est rendue au tribunal accompagnée d'un garde. Les fils d'Abdullah étaient assis de l'autre côté de la salle et la regardaient avec une hostilité manifeste. Leur avocat a présenté les mêmes arguments que lors du premier procès, ajoutant plusieurs nouveaux témoignages de parents éloignés qui affirmaient qu'Abdullah s'était plaint à eux du comportement obsessionnel de la gardienne. L'avocat de Maria a facilement réfuté ces témoignages, soulignant l'absence de preuves documentaires et les contradictions dans les dates. Le juge d'appel a examiné le dossier, entendu les deux parties et annoncé une pause pour délibérer. Il est revenu 2 heures plus tard et a lu sa décision. L'appel a été rejeté. La décision du tribunal de première instance a été maintenue. L'affaire était définitivement close. Aucun autre recours n'était possible. Maria ressentit un soulagement, mais pas de joie. L'avocat lui serra la main et la félicita pour sa victoire finale. Ses fils quittèrent la salle sans dire un mot. L'aîné se retourna à la sortie et lança à Maria un long regard lourd. Le soir même, Maria a appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. La famille était heureuse. La mère priait, remerciant Dieu et la mémoire d'Abdullah. Les plus jeunes frères prévoyaient déjà d'entrer à l'université et discutaient des spécialités. Maria promit de payer tout ce qui serait nécessaire, leur demanda de bien étudier, de faire carrière et de réussir dans la vie. Ils promirent de ne pas la décevoir. Après la conversation, Maria s'assit sur la terrasse de la villa, regardant la baie. Le soleil se couchait, teintant l'eau d'une couleur orange. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de penser à l'avenir. Le lendemain matin, l'avocat est arrivé avec les documents finaux. Tous les biens étaient définitivement sous son contrôle. Il n'y avait plus aucun obstacle juridique. Il lui a conseillé de transférer une partie de l'argent dans des banques internationales, de diversifier ses actifs et éventuellement d'envisager des investissements immobiliers en dehors des Émirats arabes unis. Maria a accepté et lui a demandé de s'en occuper. L'avocat lui recommanda également un conseiller financier qui l'aiderait à gérer un tel capital. Elle fixa un rendez-vous pour la semaine suivante. Le 9 août, Maria se rendit pour la première fois dans le penthouse de Burj Khalifa. Elle monta en ascenseur jusqu'au 120e étage et ouvrit la porte avec la clé que lui avait remise l'avocat. L'appartement faisait 200 mètres carrés, avec des fenêtres panoramiques donnant sur tout Dubaï. Le mobilier était minimaliste, coûteux, et l'intérieur était décoré dans des tons gris et blancs. Abdullah n'avait jamais vécu ici, il l'avait acheté comme investissement. Maria a parcouru les pièces, imaginant comment elle pourrait vivre ici. Elle décida de laisser le penthouse tel quel pour l'instant et de se concentrer sur la villa. Entre-temps, la famille ne cessait de tenter de récupérer au moins une partie des biens. Une semaine après l'appel, le fils aîné tenta de contacter Maria directement.
Il appela son portable, qu'elle utilisait rarement. Il lui a demandé de le rencontrer pour discuter d'un accord à l'amiable. Maria a refusé, affirmant que toutes les questions devaient être réglées par l'intermédiaire des avocats. Le fils aîné a alors commencé à la menacer, lui disant qu'elle regretterait son entêtement. Maria a interrompu l'appel, bloqué le numéro et informé son avocat de l'appel. L'avocat a contacté l'avocat de la famille et l'a averti qu'il était inacceptable d'établir des contacts directs et de proférer des menaces. Il a reçu l'assurance que cela ne se reproduirait plus. Mais quelques jours plus tard, Maria a commencé à remarquer une activité étrange autour de la villa. Des voitures passaient lentement, inspectant manifestement les lieux. Des gens se tenaient de l'autre côté de la rue et observaient le portail. Rachid disait que c'était peut-être des journalistes ou simplement des curieux, mais Maria sentait qu'il s'agissait d'autre chose. Le 20 août, le premier incident grave s'est produit. Pendant la nuit, quelqu'un a escaladé la clôture et a tenté de pénétrer dans la villa. Les caméras ont filmé une silhouette vêtue de noir se déplaçant le long du mur de la maison. Les gardes ont remarqué l'intrus, ont déclenché l'alarme et appelé la police. La silhouette s'est enfuie par la même clôture. La police est arrivée 15 minutes plus tard, a inspecté les lieux et rédigé un rapport. Les enregistrements des caméras ont montré un homme de corpulence moyenne, le visage caché par un masque. Il n'y avait aucune trace d'effraction ou de dommage. Il semble que l'homme ait simplement inspecté les lieux. La police a renforcé la surveillance du quartier, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. L'officier qui a pris la déposition a dit clairement à Maria qu'elle devait prendre sa sécurité personnelle plus au sérieux, que l'affaire avait été largement médiatisée, que certaines personnes la considéraient comme coupable de fraude et que certaines pourraient agir en fonction de ses convictions. Il lui a conseillé d'installer une clôture plus haute, d'engager des gardes professionnels et peut-être de déménager dans un endroit plus sûr. Maria l'a remercié, mais a déclaré qu'elle resterait dans la villa. L'avocat a réagi plus sévèrement. Il est venu le lendemain et a insisté pour qu'elle déménage immédiatement. Il a déclaré que la vie était plus précieuse que n'importe quel bien matériel et que son entêtement pouvait lui coûter sa sécurité. Il lui a proposé de louer un appartement dans un complexe résidentiel sécurisé et de quitter temporairement la villa jusqu'à ce que la situation se calme. Maria a refusé. Elle a répété qu'elle avait promis à Abdallah de prendre soin de cette maison et qu'elle ne se laisserait pas intimider. L'avocat a compris qu'il était impossible de la faire changer d'avis. Il a insisté pour qu'au moins des serrures renforcées, une alarme reliée directement à la police et des gardes en service 24 heures sur 24 soient installés. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme relatif. Maria n'était plus dérangée. Les voitures ne se garaient plus devant la villa. Les menaces sur Internet avaient diminué. Elle commença à penser que le danger était passé, que la famille s'était enfin résignée à la situation. L'avocat pensait également que le pire était derrière eux, que le temps jouait en faveur de Maria. L'attention du public pour l'affaire s'estompait. Les journalistes se sont tournés vers d'autres sujets. La vie commençait à reprendre son cours normal. Maria s'est occupée de réaménager la villa à son goût. Elle a débarrassé une partie des anciens meubles et en a commandé de nouveaux, plus modernes. Elle a engagé une décoratrice d'intérieur, une Philippine travaillant à Dubaï. Ensemble, elles ont planifié les changements, en conservant la structure générale de la maison, mais en la rendant plus confortable et moins formelle. Maria voulait que la villa devienne un véritable foyer et non un musée à la mémoire d'Abdullah. Elle a commencé à inviter des amis de la diaspora philippine, organiser de petites réunions, préparer des plats traditionnels. Peu à peu, la solitude s'estompait. Sa mère et ses frères prévoyaient de lui rendre visite en septembre. Maria leur a obtenu des visas, réservé des billets et préparé des chambres. Elle voulait leur montrer la villa, la ville, leur prouver que tout ce qui se passait était réel et non un rêve.
Ses jeunes frères attendaient particulièrement ce voyage, car ils n'avaient jamais quitté les Philippines auparavant. Sa mère était inquiète, elle avait peur de prendre l'avion, mais Maria l'a convaincue que tout irait bien. La visite était prévue pour 2 semaines, au début du mois de septembre. Le 30 août, Maria s'est rendue à la banque pour effectuer un virement international à sa famille, afin qu'elle puisse acheter une nouvelle maison à Manille. La rencontre avec le directeur a duré environ 1 heure. Tous les documents ont été préparés et l'argent a été transféré. En sortant de la banque, elle a remarqué un homme qui la regardait depuis l'autre côté de la rue. Son visage lui semblait familier, mais elle ne se souvenait pas où elle l'avait vu auparavant. L'homme s'est détourné et s'est éloigné. Maria est montée dans la voiture avec le chauffeur qu'elle avait engagé pour la journée et est retournée à la villa. Sur le chemin, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils étaient suivis. Le soir, elle appela Rachid et lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Le gardien répondit que tout était calme, que personne n'avait dérangé le domaine. Maria décida qu'elle était paranoïaque, que le stress des derniers mois avait affecté ses nerfs. Elle prit une douche, dîna et se coucha tôt. Elle a réglé son réveil à 7 heures du matin, car elle avait prévu de rencontrer son conseiller financier pour discuter d'investissement. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin à cause d'un bruit étrange. Allongée dans le noir, elle a tendu l'oreille. Le bruit s'est répété, semblable à un grincement métallique, provenant de l'entrée de service. Maria s'est levée, s'est approchée de la fenêtre et a regardé dehors. Le terrain était éclairé par des lampadaires, tout semblait calme. Elle a décidé que c'était le vent ou un animal, et elle est retournée se coucher. Mais elle n'arrivait pas à dormir. Elle restait allongée, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la nuit. Au bout de quelques minutes, elle a entendu des pas légers, prudents, en bas, au rez-de-chaussée. Maria a attrapé son téléphone et a commencé à composer le numéro de Rachid. Elle n'a pas eu le temps d'appuyer sur la touche d'appel que la porte de la chambre a tremblé sous les coups. Quelqu'un essayait de l'ouvrir en tirant sur la poignée. Maria avait verrouillé la porte avant de se coucher, par habitude, et maintenant la serrure tenait bon. Les coups se sont intensifiés. Plusieurs personnes frappaient à la porte, essayant de la défoncer. Maria cria, composa le numéro du gardien. Rachid répondit d'une voix endormie. Elle cria pour qu'il appelle la police, qu'il y avait des gens dans la maison. Rachid disait quelque chose, mais elle n'entendait pas. La porte craquait sous les coups. Maria jeta le téléphone sur le lit, courut vers la fenêtre, essaya de l'ouvrir. La fenêtre ne cédait pas, la serrure était bloquée. Elle tira sur la poignée, frappa le cadre, mais la fenêtre ne s'ouvrait pas. La porte s'est ouverte dans un grand fracas. Plusieurs silhouettes vêtues de noir, le visage caché par des masques, ont fait irruption dans l'embrasure. Maria les a reconnus à leur silhouette, à leurs mouvements. Les 6 fils d'Abdullah. L'aîné tenait un bidon, les autres avaient aussi des bidons dans les mains. L'odeur de l'essence lui monta au nez avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Ils aspergèrent silencieusement la pièce, les meubles, les murs, le sol. Maria recula dans un coin, criant, suppliant qu'il s'arrête. L'aîné s'approcha et lui jeta de l'essence au visage. Le liquide se répandit sur ses vêtements, ses cheveux, sa peau. Maria se couvrit le visage de ses mains et continua de crier. Le plus jeune fils dit quelque chose en arabe. Les autres éclatèrent de rire. Ils vidèrent le contenu de tous les bidons, puis reculèrent vers la porte. Maria voyait leurs yeux au-dessus des masques, froids et déterminés. L'aîné sortit un briquet. Elle a essayé de se précipiter vers la porte, mais ils ont bloqué le passage. Le fils aîné a cliqué sur le briquet et l'a jeté par terre. La flamme a jailli instantanément, s'est propagée sur la flaque d'essence, a envahi les meubles, les murs, le plafond. La chaleur lui a frappé le visage, la fumée a rempli ses poumons. Maria tomba sur le sol, essayant de trouver de l'air, mais elle ne pouvait plus respirer. Le feu l'atteignit et embrasa ses vêtements. La douleur était insupportable, elle cessa de crier,
elle n'en avait plus la force. Les frères restèrent quelques secondes dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Puis ils claquèrent la porte et la verrouillèrent de l'extérieur. Maria entendit leurs pas s'éloigner dans le couloir, puis elle n'entendit plus rien, sauf le crépitement des flammes et son propre pouls dans ses oreilles. Elle essaya de ramper jusqu'à la porte, mais ses mains ne lui obéissaient pas. Elle attrapa quelque chose sur le sol, une photo de sa famille dans un cadre, et la tint jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Rachid entendit les cris à travers le téléphone que Maria n'avait pas eu le temps de raccrocher. Il sortit en courant de la guérite près de la porte et courut vers la maison. Il vit de la fumée s'échapper de la fenêtre du deuxième étage et des flammes à l'intérieur de la pièce. Il essaya d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Il a brisé la vitre, s'est faufilé à l'intérieur et a couru dans l'escalier. La porte de la chambre était fermée, il l'a frappée avec son épaule pour essayer de la défoncer. La chaleur était si intense qu'il a dû reculer. Il a sorti son téléphone, a appelé les pompiers, la police et a crié qu'une personne était en train de brûler vive à l'intérieur. Le deuxième gardien, qui était de service près du mur le plus éloigné du terrain, est arrivé quelques minutes plus tard. Ensemble, ils ont essayé de défoncer la porte, mais la serrure a tenu bon. Ils ont utilisé un outil de jardinage comme bélier et ont frappé les gonds. La porte a cédé lorsque le feu avait déjà envahi toute la pièce. La chaleur était telle qu'il était impossible d'entrer. Rachid a essayé, s'est brûlé les mains et le visage, puis a reculé. Il se tenait dans le couloir, impuissant, regardant la pièce se transformer en fournaise. Les cris à l'intérieur s'étaient tus depuis longtemps. Les pompiers sont arrivés 8 minutes après l'appel. 3 camions, une équipe de 12 personnes. Ils ont branché les tuyaux et ont commencé à éteindre les flammes. L'eau inondait la pièce, la vapeur se mélangeait à la fumée, la visibilité était nulle. 20 minutes plus tard, le feu était éteint. Les pompiers sont entrés avec des lampes torches et ont trouvé un corps dans un coin de la pièce. Il était carbonisé au point d'être méconnaissable, recroquevillé en position fétale, serrant quelque chose dans ses mains. Le pompier le plus âgé est sorti, a dit aux policiers que la victime était morte et a appelé le médecin légiste. La police a bouclé le périmètre. Les agents ont commencé à interroger les gardes et à inspecter la maison. Rachid a parlé de l'appel téléphonique de Maria, du fait qu'il avait entendu des cris et des bruits de lutte. Il a dit qu'il n'avait pas vu qui était entré dans la maison, que son collègue et lui se trouvaient aux 2 extrémités opposées du périmètre. Le deuxième gardien a confirmé qu'il n'avait rien remarqué jusqu'à ce qu'il aperçoive de la fumée. Les enquêteurs ont inspecté l'entrée de service et ont découvert des traces d'effraction de la serrure, un travail professionnel, sans aucune preuve sur place. Le médecin légiste est arrivé à 5 heures du matin. Il a examiné le corps et a constaté que la mort était due à des brûlures et à l'asphyxie par les produits de combustion. L'heure présumée du décès est environ 2h30 du matin. Dans les mains de la victime, ils ont trouvé les restes d'un cadre photo. Le verre avait fondu, la photo était réduite en cendres, mais le cadre métallique était intact. Le médecin légiste a noté que la victime était vivante lorsque l'incendie s'est déclaré, des traces de résistance et de tentatives de mouvement étant clairement visibles. Le corps a été transporté à la morgue pour une expertise complète et une identification. À 7 heures du matin, un détective de la police criminelle de Dubaï est arrivé sur les lieux. Il s'agissait d'un homme d'environ 45 ans, le capitaine Saïd Al-Kawari, un vétéran avec 20 ans d'expérience. Il a inspecté les lieux, examiné les traces d'incendie criminel, l'odeur d'essence flottait encore dans l'air. Il a découvert des bidons vides dans le couloir, abandonnés à la hâte. Il a demandé les enregistrements de toutes les caméras de surveillance installées sur le terrain et autour de la villa. Les enregistrements ont révélé toute la scène. À 2h04 du matin, 6 hommes sont arrivés dans 2 voitures sans plaque d'immatriculation et se sont arrêtés à une centaine de mètres de la villa. Ils sont sortis,
ont sorti les bidons des coffres et se sont dirigés vers l'entrée de service. L'un d'eux a travaillé sur la serrure pendant environ 3 minutes à l'aide de crochets. La porte s'est ouverte et les 6 hommes sont entrés. Les caméras à l'intérieur de la maison ont enregistré leur déplacement dans les couloirs et leur montée dans les escaliers. Leurs visages étaient cachés par des masques, mais leur taille, leur corpulence et leur façon de se déplacer étaient reconnaissables. Ils se sont dirigés directement vers la chambre de Maria, comme s'ils savaient exactement où elle se trouvait. L'enregistrement a montré comment ils ont enfoncé la porte, sont entrés et ont aspergé la pièce d'essence. Comment Maria a essayé de s'enfuir, mais ils l'ont bloquée. Comment l'homme le plus grand a jeté un briquet. Comment ils ont verrouillé la porte de l'extérieur. Comment ils ont descendu les escaliers calmement, sans se presser, et sont sortis par la même entrée noire. Comment ils sont montés dans leur voiture et sont partis. Tout cela a pris moins de 10 minutes, de l'intrusion au départ. L'opération avait été planifiée et exécutée avec précision, sans panique. Le capitaine Al-Kawari a visionné les enregistrements plusieurs fois. Il a demandé aux techniciens d'agrandir les images et d'améliorer leur qualité. Malgré les masques, certains détails étaient visibles. Des montres de luxe aux poignets de plusieurs hommes, des vêtements spécifiques, des chaussures de certaines marques. L'un des hommes avait oublié d'enlever sa bague, une bague en or massif au design caractéristique. Les techniciens ont fait des captures d'écran et les ont envoyées pour expertise. À midi, l'identité de la victime a été officiellement confirmée grâce à ses dossiers dentaires. Maria Santos, 29 ans, citoyenne philippine. Le capitaine a contacté l'ambassade des Philippines et l'a informé du décès de leur ressortissante dans des circonstances suspectes. L'ambassade a exigé une enquête approfondie et a menacé de déclencher un scandale diplomatique si l'affaire était étouffée. Les médias ont déjà reçu l'information et la nouvelle a commencé à se répandre. L'avocat de Maria a appris la tragédie par un appel de la police. Il s'est rendu à la villa, a vu les conséquences de l'incendie et s'est entretenu avec le capitaine Al-Kawari. Il a déclaré ouvertement qu'il soupçonnait la famille d'Abdullah et qu'il avait reçu à plusieurs reprises des menaces de leur part. Il a fourni des enregistrements de conversations téléphoniques, des copies des menaces provenant d'Internet et des documents relatifs aux procédures judiciaires. Le capitaine l'a écouté attentivement et lui a demandé de lui fournir tous les documents par écrit. Dans la soirée du même jour, le 31 août, la police a convoqué les 6 fils d'Abdullah pour les interroger. L'aîné s'est présenté avec son avocat et a refusé de répondre aux questions en son absence. Les autres frères ont également fait appel à des avocats et ont tous fait les mêmes déclarations. Ils ont passé la nuit chez eux, ont dormi et ne sont pas sortis. Les témoins de leur alibi étaient des parents, des employés de maison et des personnes intéressées. Le capitaine leur a demandé de fournir les enregistrements des caméras de surveillance de leur maison et de montrer leur voiture. Tous les avocats ont déclaré qu'un mandat judiciaire était nécessaire pour saisir des biens personnels. Le juge a délivré le mandat 2 jours plus tard, le 2 septembre. La police a procédé à des perquisitions simultanées dans les maisons des 6 frères. Plusieurs bidons ont été trouvés dans le garage du plus jeune fils, dont l'un sentait l'essence. Des masques et des gants ont été trouvés dans l'armoire du frère cadet. Des crochets et des outils de cambriolage ont été trouvés dans la voiture du fils aîné. Toutes les voitures ont été saisies pour expertise et des échantillons d'ADN et d'empreintes digitales ont été prélevés sur tous les suspects. L'expertise a révélé des correspondances. L'ADN sur l'un des masques appartenait au 2e fils. Les empreintes digitales sur les bidons correspondaient à celles des 4e et 5e fils. Les traces d'essence dans le coffre d'une des voitures correspondaient à la composition chimique de l'essence des bidons trouvés sur les lieux du crime. Les enregistrements vidéo des caméras routières ont montré 2 voitures sans plaque d'immatriculation se dirigeant vers la villa de Maria vers 2 heures du matin. Les caractéristiques techniques de ces voitures
correspondait à celle des voitures appartenant aux frères. Le 5 septembre, la police a arrêté les 6 frères. L'opération s'est déroulée tôt le matin, simultanément dans différents quartiers de la ville. Le fils aîné a été arrêté dans son bureau, les autres chez eux. Tous ont été emmenés au commissariat central et placés en détention provisoire. Les avocats ont protesté, exigeant leur libération sous caution, affirmant que les preuves avaient été fabriquées. Le juge a refusé la caution, invoquant la gravité des accusations et le risque de fuite des suspects. L'affaire a eu un large écho au niveau international. Les médias philippins ont écrit sur cette citoyenne tuée pour avoir reçu un héritage légal. Les organisations de défense des droits de l'homme ont exigé un procès équitable et la peine de mort pour les coupables. L'ambassade des Philippines au Moyen-Orient a tenu une conférence de presse, au cours de laquelle un représentant a déclaré que cette affaire serait un test pour le système judiciaire des Émirats arabes unis. Le gouvernement philippin a envoyé une note officielle exigeant une enquête approfondie et la punition des coupables. La famille de Maria à Manille a appris sa mort par les médias. Sa mère s'est évanouie sous le choc et a été hospitalisée. Ses jeunes frères ont donné des interviews, pleurant devant les caméras, parlant de leur sœur qui avait tout sacrifié pour leur avenir. La communauté philippine de Dubaï a organisé une cérémonie commémorative et des centaines de personnes sont venues rendre hommage à Maria. L'ambassade a aidé à rapatrier le corps, qui a été remis à la famille pour être inhumé dans son pays natal. Les funérailles ont eu lieu à Manille le 12 septembre. Des milliers de personnes sont venues lui dire adieu. Le cercueil était fermé en raison de l'état du corps. La mère ne pouvait pas se tenir debout, ses frères la soutenaient. Les politiciens locaux ont prononcé des discours sur l'injustice et la protection des travailleurs philippins à l'étranger. Maria a été enterrée dans la concession familiale du cimetière, à côté de son père. Son nom, ses dates de naissance et de décès, et les mots choisis par sa mère ont été gravés sur sa pierre tombale, fille et sœur dévouée. Le procès à Dubaï a commencé en octobre 2023. Le ministère public a inculpé les 6 accusés de meurtre avec préméditation et cruauté, d'incendie criminel et d'effraction. Selon la législation des Émirats arabes unis, le meurtre avec préméditation est passible de la peine de mort ou de la prison à vie. Les avocats des accusés ont tenté de construire leur défense sur l'absence de preuves directes, désignant leurs clients sur les enregistrements des caméras en raison des masques. Mais le procureur a méthodiquement présenté les preuves, les enregistrements des caméras montrant la corpulence et la taille des silhouettes correspondant à celles des accusés, des analyses ADN et d'empreintes digitales, des enregistrements de caméras de surveillance routière, le témoignage de Rachid selon lequel Maria l'avait appelé en criant qu'il y avait plusieurs agresseurs, l'analyse des téléphones portables des frères montrant qu'ils avaient échangé des messages la nuit du meurtre pour coordonner leurs actions, correspondance dans la messagerie instantanée restaurée par des experts techniques dans laquelle était discuté le plan d'intrusion dans la villa. Le fils aîné a tenté de témoigner, affirmant que les enregistrements de la correspondance étaient falsifiés, qu'ils avaient été piégés. Le procureur a présenté les conclusions d'experts informatiques indépendants confirmant l'authenticité des données. Les avocats ont demandé l'exclusion de certaines preuves, invoquant des violations de procédure, mais le juge a rejeté toutes les requêtes. L'affaire était trop médiatisée, la pression de la communauté internationale trop forte pour permettre des manipulations juridiques. Le procès a duré 3 mois. Chaque audience était couverte par les médias et des représentants de l'ambassade des Philippines étaient présents en permanence. Les témoins à charge ont témoigné les uns après les autres. Habiba, l'employée de maison, a raconté les menaces que la famille avait proférées à l'encontre de Maria. Les collègues de Maria à la clinique l'ont décrite comme une personne gentille et honnête.
L'avocat a fourni les enregistrements de toutes les procédures judiciaires, montrant le mobile du crime, la vengeance pour un héritage perdu. La défense a tenté de présenter Maria comme une manipulatrice, mais cela n'a pas fonctionné. L'opinion publique s'est retournée contre les frères. Sur les réseaux sociaux, ils ont été qualifiés de meurtriers et la peine maximale a été réclamée. Même les habitants des Émirats arabes unis, qui auparavant sympathisaient avec la famille, ont désormais condamné la cruauté du meurtre. Brûler une femme vive dépassait toutes les justifications culturelles ou juridiques. Le 6 janvier 2024, le tribunal a rendu son verdict. La salle était bondée. Les journalistes, les représentants des ambassades, les militants et les proches de la victime étaient présents en ligne par vidéoconférence. Le juge a lu le verdict pendant plus d'une heure, expliquant en détail les motifs. Il a reconnu les 6 accusés coupables du meurtre avec préméditation de Maria Santos. Les 4 frères aînés, y compris le fils aîné, qui ont directement participé à l'incendie, ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les 2 plus jeunes, qui ont assuré la logistique et ont été complices, ont été condamnés à 25 ans de prison. Les avocats des accusés ont annoncé leur intention de faire appel, mais ils n'avaient aucune chance de succès. Les preuves étaient trop solides et le procès s'était déroulé dans le respect de toutes les procédures. L'attention internationale portée à l'affaire garantissait qu'aucune relation ni aucune somme d'argent de la famille ne pourrait aider à alléger la peine. Les frères ont été envoyés purger leur peine dans des prisons différentes afin d'empêcher toute collusion ou évasion. Les biens de Maria, conformément à son testament rédigé par son avocat peu après la victoire au tribunal, ont été transférés à sa famille à Manille. Villa, penthouse, voiture, compte bancaire. La valeur totale s'élevait à 37 millions de dollars. Incapable de supporter l'idée de posséder l'endroit où sa fille avait trouvé la mort, la mère a vendu la villa et le penthouse par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Elle a investi l'argent dans un fonds éducatif au nom de Maria Santos, qui verse des bourses à des étudiants philippins en médecine. Ses jeunes frères ont terminé leurs études universitaires, l'un est devenu médecin, l'autre ingénieur. Ils donnent régulièrement des interviews sur leur sœur, soutiennent le fonds et participent à des campagnes de défense des droits des travailleurs migrants. La mère a emménagé dans la nouvelle maison que Maria avait prévu d'acheter pour la famille. Sa santé s'est détériorée après la mort de sa fille, mais elle a vécu encore quelques années et a pu voir ses petits-enfants. Avant de mourir, elle a légué une partie de son argent à l'Église catholique, demandant que l'on prie pour l'âme de Maria. L'affaire Maria Santos a fait jurisprudence dans la pratique juridique des Émirats arabes unis. Pour la première fois, les membres d'une famille émirassie influente ont été condamnés à des peines aussi sévères pour le meurtre d'une travailleuse étrangère. Cette affaire a changé la perception de la protection juridique des travailleurs migrants dans la région. Le gouvernement des Émirats arabes unis a durci les lois sur la violence à l'égard du personnel domestique, a introduit des contrôles obligatoires des employeurs et a créé une ligne d'assistance téléphonique pour les plaintes. Le gouvernement philippin s'est servi de cette affaire pour revoir les accords bilatéraux sur la protection de ses citoyens travaillant à l'étranger. Les agences de recrutement ont commencé à vérifier plus minutieusement les employeurs et à exiger des garanties de sécurité. L'histoire de Maria a été intégrée dans les programmes de formation des infirmières et des aides-soignantes qui se préparent à travailler à l'étranger, afin de les mettre en garde contre les risques potentiels. La villa de Palm Jumeirah a été vendue pour 14 millions de dollars à une famille saoudienne. Les nouveaux propriétaires ont entièrement rénové la maison, effaçant toute trace de l'incendie et modifiant l'agencement. La chambre où Maria est morte a été transformée en home cinéma. Les habitants racontent parfois l'histoire de la maison aux touristes, transformant la tragédie en une légende urbaine sur la vengeance et la justice.
Rachid, le gardien qui a tenté de sauver Maria, a témoigné au tribunal, pleurant en décrivant les dernières minutes. Après le procès, il a démissionné, est retourné au Pakistan et a ouvert un petit magasin avec l'argent que la famille de Maria lui avait versé en guise de remerciement. Il dit qu'il fait encore des cauchemars sur cette nuit-là, sur les flammes, sur le fait qu'il n'a pas réussi à enfoncer la porte à temps. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de Maria, il fait un don à sa fondation. Abdullah al-Mansouri est enterré dans le cimetière familial à Dubaï. Sa tombe est rarement visitée. Ses fils sont en prison et les autres membres de sa famille préfèrent ne pas être associés à son nom après le scandale. L'empire commercial qu'il avait bâti a été réparti entre ses nombreux héritiers, puis en partie vendu pour couvrir les frais de justice et les indemnités. Le nom d'Al-Mansouri n'est plus associé au succès dans les milieux d'affaires de Dubaï, mais uniquement à la tragédie et à la honte. L'histoire de Maria Santos est restée dans la mémoire de la diaspora philippine aux Émirats arabes, unis comme un symbole d'injustice et de courage. Chaque année, le jour de sa mort, la communauté organise un service commémoratif et collecte des fonds pour le fonds qui porte son nom. Les femmes qui travaillent comme aides-soignantes et femmes de ménage se souviennent de son histoire lorsqu'elles sont confrontées à des abus, y trouvant la force de défendre leurs droits. Le nom de Maria est gravé sur une plaque commémorative dans l'église philippine de Dubaï, parmi ceux d'autres compatriotes décédés à l'étranger. 2 ans se sont écoulés depuis la tragédie. Les 6 frères purgent leur peine, les appels ont été rejetés. Le fils aîné est mort en prison d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans, après avoir refusé toute assistance médicale. Les autres continuent de purger leur peine, leurs contacts avec le monde extérieur sont limités. Leurs épouses ont divorcé, leurs enfants ont changé de nom de famille pour tenter de se distancier de la honte qui pèse sur leur famille. La mère de Maria est décédée en 2025 des suites de complications liées au diabète. Elle est enterrée aux côtés de sa fille. Les frères entretiennent les tombes et apportent des fleurs chaque semaine. Ils sont mariés, ont des enfants et mènent une vie normale de classe moyenne. L'argent provenant de la vente des biens immobiliers de Maria leur a permis de faire des études, d'acheter des maisons et d'assurer l'avenir de leur famille. Ils donnent à leurs enfants le prénom de leur sœur et leur parlent de leur tante qui a tout sacrifié pour leur bonheur. L'affaire est close juridiquement, mais elle reste ouverte dans la mémoire de ceux qui ont connu Maria ou entendu son histoire. Cette femme de 29 ans, venue dans un pays étranger pour aider sa famille, a pris soin d'une personne mourante, a été récompensée pour sa gentillesse et l'a payée de sa vie. Une histoire sans héroïsme ni épopée, seulement de l'humanité, de la cupidité et de la violence. Une tragédie ordinaire qui aurait pu se produire n'importe où, mais qui s'est produite ici, laissant une trace dans la pratique judiciaire, la conscience publique et le cœur des gens qui réclament la justice dans un monde injuste.